Alors, l'enregistrement commence. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour cette conférence dans le cadre de la semaine régionale Oser, changer, évoluer, la semaine des transitions professionnelles en Bretagne. Donc, il se déroule sur les différents territoires bretons du 2 au 8 décembre. Donc, le webinaire d'aujourd'hui s'intitule Transition professionnelle, de quoi parle-t-on? Et pour ce webinaire, donc, je serai accompagnée d'Emmanuel Dubois, vous voyez sur vos écrans, qui pourra relayer vos questions tout au long de l'intervention sur le volet chat. Donc, nous vous invitons à désactiver vos caméras, couper vos micros, puisque vous êtes assez nombreux. Et donc, Emmanuel sera au relais sur le volet conversation, voilà, pour noter vos questions et nous prendrons un temps à la fin de cet échange pour qu'elle puisse relever et partager les questions que vous auriez. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Donc voilà, tu vas te cacher parmi, les spectateurs Mmh. et tu seras, donc à l'interface, pour, les questions. Pour ma part, donc je m'appelle Swazik Cubelé-Derniot et je suis chargée de mission en gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et donc je serai en charge de l'animation de cette, web conférence et je ne serai pas seule puisque avec moi, donc j'accueille Zélie Legrand, chargée de mission observation communication pilote de l'Observatoire des transitions professionnelles et Sandra Bertrand, référente de parcours formation qui ont accepté de se prêter au jeu, voilà, de ce webinaire pour nous apporter des éléments de réponse à ce webinaire transition professionnelle. De quoi parle-t-on? Bonjour à vous deux. Bonjour Zélie, bonjour Sandra, pardon. Bonjour Swazig, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je vais commencer, Zélie, par te passer la parole, à savoir, peux-tu nous préciser en premier temps, voilà, ce qu'est Transition Pro Bretagne? Bien sûr, merci Swazig. Transition Pro Bretagne, qu'est-ce que c'est? Vous avez tous certainement entendu parler des FONGECIF. Eh bien, c'était nous, en fait, avant de changer de nom le 1er janvier 2020, suite à la loi pour choisir son avenir professionnel de 2018. Transition Pro Bretagne, c'est une association paritaire, loi 1901, à but non lucratif. Les associations de transition pro fonctionnent en réseau national avec 18 structures régionales. Et on parle là aujourd'hui de transition pro Bretagne, mais il y a bien un transition pro par région. Ce sont des associations qui sont vouées au projet de reconversion professionnelle des salariés du privé. En Bretagne, nous sommes une vingtaine de collaborateurs. Nous avons des locaux, on est basé à Rennes, mais on a aussi un maillage sur tout le territoire breton avec des permanences qui peuvent avoir lieu chez nos partenaires. Nous avons donc des missions pour accompagner les salariés dans leur reconversion professionnelle et ces missions, elles nous sont attribuées par l'État avec un agrément du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Et cet agrément alloue à chaque région un budget annuel pour financer les projets de reconversion professionnelle des salariés du privé à travers différents dispositifs qu'on va vous détailler tout à l'heure. D'accord, très bien, merci Zélie. Puis-je t'inviter à partager le PowerPoint, à le mettre peut-être en mode présentateur? Je ne sais pas si, Merci plutôt. vous le voyez en plein écran? Oui. Oui? Oui, Hem, oui, oui, Swazik, je te confirme. eh ben, très bien. Donc très bien. Donc transition pro, si j'ai bien compris, Zélie, c'est l'un des principaux acteurs quand il s'agit de changer de métier. On parle même de tendance, actuelle de personnes qui souhaitent changer de métier. Est-ce qu'il y a des données indicatives là-dessus? Oui, bien sûr, il y a plusieurs enquêtes, hein, qui sont faites sur ce thème des transitions professionnelles. Je vais notamment, voilà, vous présenter un chiffre qui est issu du baromètre de la formation et de l'emploi. C'est un baromètre, c'est une enquête qui a pour objectif de connaître l'opinion des Français, leur regard à l'égard de l'orientation et de la formation professionnelle en France, mais aussi de les interroger sur leurs perspectives professionnelles. C'est un baromètre qui est fait chaque année par un organisme qui s'appelle Centre Info. Le dernier a été réalisé en janvier 2023 auprès de plus de 1 600 actifs français. Ce baromètre révèle que, comme chaque année depuis la crise sanitaire de 2020, le niveau de confiance des Français en leur avenir professionnel est en baisse.
On a ainsi un tiers des actifs qui se déclarent pas confiants pour leur avenir professionnel. On a presque la moitié des actifs, 41%, qui ont l'impression que leur métier évolue vite. Et pour autant, on a 70% qui estiment qu'il fera le même métier dans 5 ans. Et en revanche, un actif sur 5 estime qu'il fera un autre métier dans 5 ans. Ainsi, globalement, en fait, on a la moitié des actifs interrogés, 50%, et c'est le graphique que vous avez à l'écran, qui pensent à changer d'emploi. Et parmi eux, il y a un tiers qui pense le faire dans les 2 prochaines années. D'accord, très bien. Merci. Donc il s'agit vraiment d'une tendance bien identifiée. Mais lorsqu'on parle de transition professionnelle ou de reconversion, de quoi on parle exactement? Donc, la transition professionnelle, c'est une notion qui, peut être différente, très différente d'une personne à une autre et qui peut, couvrir, différentes dimensions, hein. C'est le fait de se dire: «Bah, tiens, je vais peut-être changer de métier ou changer de secteur». Voilà, je veux tout changer demain, par exemple. Ça peut être aussi au sein de son entreprise actuelle, bah, c'est peut-être de changer de service, ou de changer de mission ou d'attribution dans son poste actuel, hein. C'est pas forcément, tout balayer, mais ça peut être d'évoluer aussi en interne et puis ça peut être de changer de statut, en termes de, bah, voilà, je peux, évoluer, dans mon métier en changeant de statut et passer peut-être de salarié, qui exerce un métier, voilà, pour lequel je pourrais après devenir chef d'entreprise. Voilà, donc la transition professionnelle, ça peut s'envisager, de différentes façons et surtout, c'est pas forcément lié à une formation. On peut aussi, changer, évoluer professionnellement en faisant une validation des acquis de l'expérience, par exemple, en créant son entreprise aussi ou, en candidatant à des offres d'emploi en direct pour changer de métier et puis l'évoquer aussi, parfois à son entretien professionnel avec son employeur actuel, justement pour, essayer éventuellement d'évoluer au sein de son entreprise. Le micro est coupé, Swazig. Pardon. Donc merci beaucoup pour ces précisions. Une transition professionnelle est donc, différente selon le projet d'évolution de chaque personne et dans ce cadre, j'imagine qu'il y a des étapes peut-être à respecter ou du moins à suivre en termes de bons conseils? Voilà. J'ai plus le contrôle, Swazig, il faut que tu passes le diapo. Apparemment, il y a quelqu'un qui a pris le contrôle. D'accord, très bien. Ben, écoutez, je me propose de Voilà. faire défiler, voilà. Ah non, vas-y. Normalement, tu l'as, ça y est. Ouais. Tu l'as? Oui, c'est bon, allez-y. Heu, Les différentes étapes pour une reconversion professionnelle, je laisse Donc la la parole parole est à à Sandra, voilà. oui, mais par contre, ouais, on est sur la slide un peu coincé. Donc, je me suis mis avec moi. Oui. Donc une Alors, prof les différentes étapes, oui, oui, pardon. donc une reconversion professionnelle, ça se Oui, prépare. C'est bien ça. oui, pardon, oui, parce que du coup, sur l'écran, je suis restée coincée au titre. Donc, alors, donc dans la reconversion professionnelle, il va y avoir différentes étapes qui vont être importantes à respecter, notamment pour avoir une vision globale du métier et puis vraiment regarder si ça correspond à l'idée qu'on s'en fait. Donc on peut, démarrer, en testant le métier, hein, en réalisant des stages d'observation, en allant rencontrer des professionnels en enquête professionnelle et puis, bah, évidemment des recherches documentaires. Alors souvent on démarre par les recherches et puis ensuite on va voir, sur le terrain comment ça se passe et puis on rencontre des professionnels. Il y a toute une partie aussi sur les perspectives d'emploi. Donc, ça va être, d'essayer au maximum de rencontrer des entreprises, hein, dans lesquelles le métier qu'on souhaiterait, qu'on viserait pourrait s'exercer. Les sites, internet type Cléor, Pôle emploi peuvent apporter aussi de l'information sur les métiers et sur les offres d'emploi et les attentes des employeurs et puis, ce qu'on a noté nous, se faire un réseau, ben, en fait, en faisant des rencontres d'entreprises et des enquêtes professionnelles, on commence à se faire repérer aussi par les professionnels et on peut éventuellement, viser d'autres structures auxquelles on n'avait pas pensé, pour, aller faire son enquête et puis il y a aussi toute la partie,
anticipation des impacts sur sa vie. Donc, voilà, ça va être quoi ma zone de mobilité géographique, pour lequel que je pourrais réaliser demain lorsque j'aurai changé de métier. En termes de rémunération, qu'est-ce que je peux attendre dans le nouveau poste et qu'est-ce que je peux accepter en fait, hein, aussi, quelles sont mes limites? Et puis, en termes d'horaire de travail, de conditions de travail, enfin tout ce qui va être qui va entre activité métier en tant que telle et puis, voilà, là, c'est important de regarder tous ces aspects-là par rapport au choix de métier éventuellement derrière. Mmh. D'accord, donc alors merci pour, du coup, c'est intéressant de voir ces différentes étapes. Alors moi, je m'interrogeais parmi, voilà, les personnes qui se sont inscrites, à ce webinaire. Donc nous avons des demandeurs d'emploi, des salariés, des fonctionnaires ou encore des professionnels des ressources humaines. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Sandra, sur les différents outils ou du moins les différents interlocuteurs, dédiés par rapport à voilà, selon le statut des personnes? Ouais. Alors en fait, on peut avoir, différentes façons de construire son parcours, notamment en cas de formation, hein. On peut envisager une validation des acquis préalables, pour essayer déjà de faire reconnaître ce qu'on sait déjà faire, obtenir, une partie d'un diplôme ou la totalité. Par rapport à une formation diplômante, le parcours en entier sur un ou plusieurs blocs et on va comparer les organismes de formation. Au niveau des financements, de parcours possibles, il va y avoir, peut-être la possibilité avec son employeur, hein, si votre projet est aussi le sien, bah, ça peut être aussi un abondement de l'entreprise, voire avec son compte personnel de formation. Donc tout salarié, enfin toute personne active a un compte personnel de formation dans lequel, qui sont qui s'alimentent tous les ans, hein, en fonction de l'activité que l'on fait et on peut utiliser après, cette somme-là pour, voilà, pour des formations. Il peut y avoir aussi Transition Pro, donc nous, Bretagne, pour, du financement de formation et quand on est demandeur d'emploi, il va y avoir la possibilité aussi de faire appel à la région, sur le programme régional des formations, là, ce qu'on appelait le Qualif Emploi à une époque. Mmh, Voilà et puis, Pôle emploi éventuellement pour une aide, complémentaire. d'accord. Donc là, on voit les différents identifiants, voilà, qui sont répartis selon que l'on soit cadre, demandeur d'emploi. Oui, donc là, ce sont, les accompagnateurs, du conseil en évolution professionnelle. Donc c'est en lien avec, le statut en fait qu'on a, actuellement. Donc, voilà sur les cadres, ils vont avoir le choix avec la PEC par exemple, entre la PEC, voilà et puis d'autres accompagnateurs ils peuvent aussi choisir le groupement évolution ou Cap emploi suivant leur situation. Alors Pôle emploi, c'est pour toute personne en recherche d'emploi. Le groupement évolution, c'est, pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants. Voilà, on a laissé l'intitulé comme quoi c'était pour le salarié du secteur public avec un contrat de droit privé et les personnes qui ont un double statut, qui sont salariés, des fois à temps partiel et demandeurs d'emploi en parallèle. Donc ça, c'est, la majorité des personnes qui nous sollicitent souvent, ils sont, sur, cet accompagnateur-là, mais il y a aussi des personnes aussi qui vont avoir une problématique de santé qui impactent la situation professionnelle et qui est un frein des fois à la reconversion. Donc ces personnes-là, ils vont plutôt s'adresser vers Cap emploi, hein, pour se faire accompagner et puis il y a les missions locales pour les jeunes de moins de 26 ans. Toujours est-il que l'idée, c'est bien de trouver un accompagnateur, pour, se faire aider sur le travail sur le projet et vous avez un site, national, hein, moncep.org qui va donner tous les détails sur l'accompagnement CUP et puis après on peut faire une recherche par, lieu d'habitation, hein. Si je vais en Bretagne, dans le département, 29, bah, je vais trouver éventuellement avec l'interlocuteur. Mmh. D'accord, très bien. Donc un site, utile à conserver et donc on parle d'un réel parcours. Oui, alors oui, on est,
On parle d'un réel parcours qu'on a essayé de schématiser là avec notre serpentin. Serpentin qui peut s'étaler sur des fois plusieurs mois, voire voilà, en moyenne, à une époque, on mesurait entre la date où les gens nous contactaient une première fois et la date où ils sortaient de formation ou rentraient en formation, pardon, il y avait à une époque entre 1 an et demi à peu près. Donc, ça vous donne une notion de temps sur la réalisation du parcours. L'important, c'est d'avoir l'idée et puis de se donner les moyens de l'analyse et de la réflexion en se faisant accompagner. Je vais résumer ça comme ça. Dans l'accompagnement, il y aura l'information sur les métiers, la vérification du projet, regarder le marché de l'emploi, voilà, et les choix de formation possibles. Et puis, trouver un financement qui convient en fonction de sa situation. Donc, après, nous, c'est vrai que Transition Pro, on va intervenir plus sur la partie orangée vers la fin, avec l'entrée en formation. Et puis, on regarde comment la personne s'est reconvertie, si elle est partie en emploi salarié ou si elle a créé son activité, son entreprise. Donc, je continue. Donc, en résumé, on va avoir ces notions très importantes là de cohérence du projet de transition professionnelle, c'est-à-dire, voilà, comment j'ai regardé la réalité de tout ce qu'il y avait dans le métier. Est-ce que c'est possible pour moi? Est-ce que ça peut me convenir? Comment je choisis un parcours de formation et des modalités de financement qui sont pertinentes et puis réalisables? Et puis surtout, les perspectives d'emploi issues de la formation, quelles sont-elles? Et est-ce que ça peut me convenir aussi? Donc pour tout ça, il faut vraiment se faire accompagner. D'accord, donc je crois que voilà, le message est passé, il faut se faire accompagner. Il y a plusieurs interlocuteurs, voilà, plusieurs étapes. Et sur ce point-là, Zélie, donc toi, tu vas nous apporter un point de vue global sur les éléments, voilà. Est-ce qu'on peut parler, d'une bonne information des publics? Est-ce que les publics sont vraiment au clair par rapport, à ces étapes-là et ces modalités d'accompagnement? Alors, il y a quelques chiffres qui sont toujours issus du baromètre que je vous présentais en début d'intervention. Dans ce baromètre, il y a une question donc qui est posée aux actifs français. On leur demande s'ils ont le sentiment d'être bien informés sur la formation professionnelle continue en France. Et globalement, on est finalement sur un 50-50. 50% qui se sentent plutôt bien ou bien informés et 50% qui se sentent très mal ou assez mal informés. Pardon. Par contre, c'est la première fois finalement que le total des personnes là on est plutôt à 51% des personnes qui en 2023 se sentent bien informées sur le sujet de la formation et c'est la première année que le total des personnes bien informées ou très bien informées dépasse le total des personnes mal informées sur le sujet. Donc ça, évolue, on va dire, positivement. Dans le détail, il y a quelques thématiques où les actifs se sont un peu mieux informés. Il y a d'abord le CPF, le compte personnel de formation et ses modalités d'utilisation et puis aussi la thématique, des droits des actifs en matière de formation. Donc pour ces deux thématiques-là, on est aussi à 51% des personnes qui se sentent, bien informées. C'est les 2 seules, modalités qui obtiennent un score, supérieur à la moyenne. D'accord, donc on est sur une tendance où les personnes se sentent de mieux en mieux informées. Voilà, il est toujours intéressant, voilà, de pouvoir partager aussi ces informations, auprès des différents publics. Donc par rapport à ces éléments, donc là, je vais pouvoir repasser la parole, peut-être, à Sandra sur le compte personnel de formation? Oui, alors, voilà. Oui, je l'ai introduit un petit peu tout à l'heure. Donc, le compte personnel de formation, donc il faut aller sur le site moncompteformation.gouv.fr pour se connecter, de manière à voir si on a déjà des euros engrangés de par notre activité préalable, hein. Donc on va se connecter sur son compte ou soit le créer, on va consulter son crédit et puis on peut identifier la formation et choisir un organisme de formation, et puis on peut payer directement en fait cette formation avec ce compte. Là, par contre, il faut être très vigilant
Parce que c'est pas parce qu'on a ce droit-là qu'on peut l'utiliser, on va dire, pour entre guillemets tout et n'importe quoi. L'idée, c'est vraiment que on est accompagné par rapport au choix de formation, et puis surtout, on regarde bien si la certification, enfin si la formation visée est vraiment complète, et ensuite on aura voilà, la certification à la fin, et si ça peut être utile en fonction de notre projet et de ce qu'on veut faire derrière. Il peut y avoir un cofinancement possible avec l'employeur si c'est un projet un peu d'évolution en interne. Là, ça passera par l'organisme dans lequel il cotise pour le plan de développement des compétences, hein. Donc, voilà, sachez que vous avez un compte personnel de formation et que vous pouvez l'utiliser, voilà. Mais à bon escient, surtout à bon escient. D'accord. D'où, la notion d'accompagnement. Mmh. Donc là, peut-être, je te laisse compléter? Oui. Donc, c'est ce que je disais. Donc, soit on a un projet oui, qui ne va pas concerner son entreprise, donc on va le faire sur son temps personnel, à distance, le soir et sur les congés, et c'est là qu'on va acheter directement de la formation, hein. On peut très bien avoir envie de se remettre à niveau sur des langues, par exemple l'anglais, et puis se dire: «Tiens, je vais me financer un TOEIC, avec mon compte personnel de formation», et ça, je peux le faire en dehors du temps de travail, sur mon temps personnel. Et puis le projet, ce que je disais, pouvait être partagé avec l'employeur. Ça peut se faire pendant meeting avec l'OPCO de l'entreprise. D'accord. Donc là, on retrouve des projets d'évolution pour les demandeurs d'emploi. Voilà. Donc là, on aura, alors si on est demandeur d'emploi, on peut avoir un conseiller soit au niveau de Pôle emploi, de l'APEC, Cap emploi, ou des missions locales. C'est ce que j'expliquais déjà un petit peu tout à l'heure. Il va y avoir des dispositifs de financement qui existent au niveau de la région Bretagne, hein. Alors on en a mis 3 là, pour information: Prépa Projet, Prépa Clé ou le Qualif Emploi. Et puis Pôle emploi, il peut y avoir une activation d'une aide individuelle à la formation, mais c'est sous des critères bien spécifiques, hein. Là, c'est Pôle emploi qui décide, c'est le conseiller Pôle emploi avec la personne qui l'accompagne. Et puis, il y a aussi des préparations opérationnelles à l'emploi qui peuvent être mises en place, pour lequel la personne peut être inscrite, et puis peut suivre cette formation. Et puis, on peut aussi utiliser. Il faut bien s'imaginer que le compte personnel de formation, quel que soit le financeur auquel vous vous adresserez, il sera toujours monopolisé systématiquement. On va Mmh, toujours vous demander si vous avez quelque chose sur votre CPF, et il sera toujours mis en œuvre systématiquement, hein. d'accord. Donc voilà, le compte personnel de formation est un compte individuel, mais dans le cadre de projet, peut être, demandé à être sollicité en priorité par les opérateurs. Mmh, Ouais, c'est bien ça. ouais. Donc je vais te laisser poursuivre, et donc je me permets d'attirer l'intention de ne pas hésiter à poser vos questions sur, le volet de conversation. Voilà, tout au long de cette présentation, Emmanuel Dubois, qui est à l'interface chat, pourra les relever au fur et à mesure, de vos questionnements. Donc n'hésitez pas à utiliser l'interface écrite, voilà, pour avoir réponse à vos questions. Je te laisse poursuivre, Sandra. Alors, donc là, dans le cas de figure, où on est salarié et on veut évoluer dans son entreprise, l'employeur peut nous proposer de la formation, ou nous, on peut aussi lui faire savoir lors de l'entretien annuel ou entretien professionnel, qu'on veut faire tel type de formation ou qu'on veut évoluer. Donc après, il y a 2 dispositifs, hein, qui existent à ce niveau-là. Ça va être, je commence par celui à droite, hein, le plan de développement des compétences. Donc ça, c'est à la main de l'employeur. Tous les ans, il a la possibilité, en fonction de son effectif, voilà, de pouvoir mettre en œuvre une certaine volumétrie financière pour former ses salariés, dans le but de les adapter à leur poste de travail, de veiller au maintien de leur capacité à occuper leur emploi, au regard notamment des évolutions technologiques. Alors, j'ai pris le soin de bien le lire, puisque ce sont les textes, hein, officiels qui disent ça. Donc l'employeur, il peut à ce moment-là, voilà, enregistrer ou inscrire l'information que vous voulez faire dans le plan de développement des compétences. Et puis il y a un autre dispositif qui existe qui s'appelle la PROA, c'est la reconversion ou la promotion par l'alternance. Donc c'est un dispositif qui est aussi à la main avec, l'OPCO, donc l'opérateur de compétences dans lequel votre employeur cotise, pour mettre en place, cette formation qui peut être plus longue, hein, et qui peut s'étaler sur plusieurs mois, hein. Donc là,
des fois, il y a ce dispositif-là qui est mis en œuvre. D'accord. Donc l'alternance n'est pas liée aux personnes qui sortent de formation initiale ou qui poursuivent leurs études, mais bien aussi à des personnes qui sont en situation d'emploi, dans leur évolution. Très bien, merci. Je te laisse, poursuivre du coup sur, voilà, des projets d'évolution ou de reconversion en dehors de son entreprise. Oui, alors là, donc là, on est dans le cas de figure où, mon CPF, par exemple, ne me permet pas de tout financer, ou l'employeur, bah, ça mon projet ne l'intéresse pas, ou j'ai pas envie d'imaginer que ce projet-là puisse se réaliser dans l'entreprise où je suis aujourd'hui. Donc, j'ai 2 dispositifs à ma main, soit le projet de transition professionnelle, soit le dispositif d'émission reconversion. C'est ce qu'on va voir après. D'accord, donc tu vas rentrer, voilà, dans les détails après. Ben, Mmh. merci Sandra, en tout cas, on voit qu'il y a plusieurs, dispositifs, plusieurs modalités et puis surtout, bah, la nécessité de se faire accompagner. Je vais laisser maintenant la parole à Zélie, Legrand qui va présenter, voilà, les éléments un peu chiffrés, à commencer par le projet de transition professionnelle. Alors peut-être, Zélie, peux-tu reprendre la main sur la diapo? Heu Normalement, c'est bon et c'est encore ma collègue Sandra qui va vous présenter celle-là. Je la fais beaucoup Ah, parler, d'accord, très bien. aujourd'hui. Voilà, c'est un travail d'équipe, comme on dit. Tout à fait. Oui, oui, oui. Donc, on est sur la diapo là, on va définir un petit peu ce que c'est que le projet de transition professionnelle. Donc c'est, le dispositif qui a succédé au congé individuel de formation. Dans les grandes lignes, ça permet de s'absenter de son poste de travail pour suivre une formation, tout en percevant sa rémunération, dans le but de changer de métier. Donc, on a repris le slogan, d'une campagne de pub qui avait été faite l'année dernière, hein: «Formation payée, salaire maintenu égale reconversion réussie». C'est bien ça la philosophie du système. On s'absente pour aller se former, on est toujours salarié de l'entreprise, mais en fait, voilà, le contrat de travail est suspendu et on perçoit quand même son salaire pendant le temps de la formation. D'accord et donc Voilà. comment ça se passe au niveau, de la procédure? Oui, alors, donc les personnes nous font une demande de financement sur une autre plateforme, sur notre plateforme informatique là, qui est liée à notre site internet. Elles créent un espace personnel et puis ensuite elles vont détailler, tous leurs projets professionnels, avec, justement, un détail sur la formation choisie et sur les perspectives d'emploi, qu'elles ont travaillé à l'issue de la formation. Donc en fait, on va retrouver exactement tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que, plus la personne aura fait de démarches, plus elle aura été, regarder de plus près, ce qui se passe à ces 3 niveaux-là, hein, qu'on a schématisés ici en bleu, plus, le projet sera argumenté et plus il aura des chances d'être accepté chez nous. En parallèle, vous avez des critères de priorité liés, qui sont nationaux et régionaux et un budget aussi, hein, qui est alloué aussi à nos commissions, parce que c'est une commission qui se réunit tous les mois et qui étudie les demandes de financement. Donc, voilà, il faut que on va dire que ces 5 éléments-là soient bien réunis pour que, il y ait un accord de financement, par rapport à ce projet-là, à cette demande de financement. Mmh. D'accord, très bien et donc là, nous abordons les chiffres clés. Voilà, je reviens pour parler chiffres. Pour illustrer un petit peu ce que ma collègue Sandra, vient de vous dire, quelques chiffres un petit peu sur notre activité. Donc là, ce sont des chiffres actualisés au mois de septembre 2023, hein, donc quand même, assez récent. Donc, voilà. Pour avoir un ordre d'idée, nous, en 2023, on a eu 1 024 demandes, pour un dossier de projet de transition professionnelle, PTP. Donc tous les dossiers ne peuvent pas être acceptés, hein, Sandra l'expliquait, sur quels critères, quelles priorités et aussi dans un budget limité. Donc on a eu, la commission paritaire de transition Pro-Bretagne a accepté 707 dossiers en 2023, ce qui fait un taux d'acceptation de 69. Donc tous les transitions pro, en France fonctionnent, ont le même mode de fonctionnement et le taux d'acceptation, en France est à peu près de 65 en 2023 pour le moment. Donc on a, quelques points au-dessus. En termes de répartition au niveau du genre, on a un peu plus de dossiers acceptés pour des femmes que pour des hommes. 53 des dossiers acceptés concernent des dossiers portés par des femmes et 47 par des hommes.
Sans rentrer dans le détail, ça s'explique un petit peu avec les priorités, les critères de priorité et le profil, des demandeurs, même si la commission essaye de tendre au maximum à la parité. Mmh. Et en termes d'âge, on est, classiquement, hein, sur, une reconversion qui apparaît un petit peu, voilà, au milieu de sa carrière professionnelle. Donc, on a 39 des dossiers, pour 39 des dossiers, les personnes ont entre 30 et 39 ans et 35 entre 40 et 49 ans. Mais on observe, de plus en plus, là, ça augmente d'année en année, la part des 50 ans et plus, voilà, qui augmente. On était à entre 10 et 11 il y a 2-3 ans et là, on était à 14 en 2023. Donc avec le rallongement, hein, forcément des carrières qu'on connaît, ces reconversions peuvent intervenir, plus tard. Je continue avec, quelques autres chiffres un petit peu sur le profil des bénéficiaires qu'on observe. On a, la moitié des dossiers acceptés qui concernent des personnes qui étaient employées. C'est vraiment le plus gros, le profil type, hein, des personnes qui nous contactent. On a aussi des personnes qui étaient ouvriers pour un quart, sachant que les ouvriers et les employés qui ont un bas niveau de qualification, ce sont des profils prioritaires pour un financement. Donc c'est vraiment notre cible. Ça n'empêche qu'on a aussi des dossiers acceptés pour des personnes qui étaient professions intermédiaires, ou cadres. Mmh. En termes de niveau de formation initiale, je Ah oui. l'évoquais, on a à peu près un tiers des personnes qui avaient un niveau 4. Donc un niveau 4, c'est un niveau bac. Mmh. Heu, un quart, un cinquième qui avait un niveau 3. Donc le niveau 3, c'est le niveau inférieur au bac, niveau CAP, BEP. Et un cinquième aussi qui avait un niveau bac+2. Donc on est vraiment, inférieur au bac, bac+2, c'est Mmh. vraiment le cœur, c'est vraiment, 3/4 du profil et on a quand même quelques personnes qui avaient un niveau bac+3, bac+4, on en a 15 et des personnes qui n'avaient pas du tout de diplôme, c'est le niveau inférieur à 3 à 7. Donc nous, une des priorités, hein, nationales sur le PTP, ce sont les employés et les ouvriers qui ont un niveau, inférieur au bac. Donc ça explique aussi, ces chiffres, assez importants. D'accord. Et il faut savoir aussi que les personnes qui se reconvertissent ne visent pas toujours un diplôme, de niveau supérieur à celui qu'elles possèdent déjà, hein. On l'observe avec les petites flèches à côté. Mmh. On a 40 des personnes qui grâce à notre dispositif, vont viser un diplôme qui est du même niveau que le diplôme Mmh. qu'elles avaient déjà un peu en formation initiale. Et après, on a un tiers qui finalement vont viser un diplôme d'un niveau inférieur. Donc par exemple, ça peut être, alors c'est des stéréotypes, hein, mais Mmh. voilà, une personne qui a une bac+2 qui veut passer un CEP pour un métier, de l'artisanat ou du commerce, boulanger, ou menuisier. Et puis on a, seulement en fait 28 des personnes qui vont élever leur niveau de qualification grâce au projet de transition professionnelle. D'accord. Donc on a vraiment une pluralité, voilà, Ouais, mmh, des des recours, profils. Mmh, à l'offre de certification, hein, donc c'est ce mmh, qui est intéressant aussi, pour montrer, pour illustrer que voilà ouais, qu'un parcours professionnel n'est pas linéaire et puis on peut, avoir un haut niveau d'études et revenir, sur un métier, qui suppose peut-être un niveau de qualification qui est en deçà de ce qu'on a pu, avoir, donc ouais. c'est plutôt intéressant. On Je vais partage, revenir, oui, ouais, pardon? sur les, je vais juste, refaire un petit aparté, avant de vous présenter un petit peu, les formations qu'on peut financer. Juste rappeler aussi que ce dispositif, il est ouvert aux personnes, en fait, qui ont une reconnaissance, de travailleurs handicapés ou qui ont une obligation d'emploi et on a des cofinancements par l'AGEFIP, hein, qui est un organisme Mmh. qui aide les salariés à se maintenir dans l'emploi et donc on a, 6 des personnes qui ont eu un dossier accepté qui avaient une reconnaissance de travailleurs handicapés. Donc c'est Mmh. aussi, un levier pour des personnes qui, de par leur poste de travail, ont peut-être, une inaptitude, ont développé un handicap et qui ne peuvent plus poursuivre. Mmh. Et donc D'accord. justement pour rebondir, sur ce que tu disais, un petit peu la pluralité de ce qu'on peut financer. Vous avez là à l'écran les principales formations qu'on finance, donc il y en a une dizaine. Donc ça va du titre professionnel de conducteur, de poids lourd, hein, au diplôme d'état d'aide-soignant, en passant par,
un titre pour devenir installateur thermique et sanitaire, donc pour former des plombiers. Voilà, c'est un panel assez divers. En santé, transport, on fait aussi pas mal un petit peu, voilà, de tertiaire, un peu de bureau avec on a beaucoup de demandes sur des gestionnaires de paie, des secrétaires assistants, secrétaires comptables dans la comptabilité. Mais voilà, il y a pas de tant que la formation est certifiante, qu'elle mène à un diplôme, il y a pas vraiment de limite, en fait, et que le projet est travaillé, bien entendu, pour, réinsister sur ce point. Je Vous crois que voyez, ce en sera 2023, oui, ce sera la le notion point la à plus retenir. importante. Voilà, c'est Voilà. ça, tout à fait. Donc on a Donc financé, 191 certifications différentes en 2023. d'accord, donc c'est intéressant aussi de pouvoir, identifier la faisabilité d'un projet aussi de certification, Mmh mh. avec les différents opérateurs aussi avec qui vous travaillez. Mmh mh. Donc on peut se demander, du coup, est-ce que vous avez un retour sur, ce dispositif? Est-ce qu'il fonctionne? Eh bien, on peut dire que oui, il fonctionne. On a une enquête nationale, qui a la chance d'être pilotée par, Transition Pro, Bretagne, pour le compte du national de l'ensemble des transitions pro. Donc une enquête qui interroge les personnes qui sont passées par notre dispositif et qui les interroge 6 mois après la fin de leur formation. Donc qui leur demande où est-ce qu'ils en sont sur le marché du travail, où est-ce qu'ils en sont de leur parcours de reconversion. Et donc en Bretagne, on a 93 des bénéficiaires d'un PTP, d'un projet de transition professionnelle, qui 6 mois après la fin de leur formation, ont réalisé leur projet ou poursuivent leur parcours de reconversion. Ce chiffre, il est de 91 au national, il y a peu de différence, mais là où la Bretagne se détache, c'est les personnes qu'on va considérer vraiment en transition réalisée, c'est-à-dire qui occupent un poste en lien avec leur formation, et ce taux, il est de 71 en Bretagne. Donc Mmh. 71 des personnes, 6 mois après leur formation, sont en poste, en lien avec leur formation, ont vraiment changé, et ce taux, il est de 61 au national. Et finalement, on a très peu de personnes qui abandonnent, leur parcours, hein. C'est la petite partie en bleu que vous voyez dans les camemberts. On a des personnes qui, au moment de l'enquête, peuvent être toujours en cours, c'est-à-dire qu'elles recherchent un emploi, elles ont peut-être occupé un CDD de courte durée, voilà, elles poursuivent leur parcours, et seulement 7 qui déclarent l'avoir, abandonné. D'accord. Donc en termes de réalisation, la Bretagne fait encore, figure, d'exception par rapport au C'est ça. national, donc ça fait plaisir. Sandra, donc et puis Zélie, vous allez à présent nous parler d'un autre dispositif, pour lequel vous avez des éléments, statistiques à nous présenter. Oui, alors c'est, le dispositif d'émission reconversion ou démissionnaire, hein, c'est le même nom. En fait, c'est un dispositif, qui a été créé, lui, plus récemment en 2019, fin 2019, et l'objectif, c'est de permettre aux personnes qui sont en CDI de pouvoir démissionner et pour, réaliser leur projet, et tout en ouvrant droit à l'allocation chômage. Parce que, dans le droit commun, quand on démissionne comme ça, et ben, on peut pas après bénéficier d'allocations, chômage auprès de Pôle emploi. Il y a voilà, on peut avoir un délai, d'au moins 4 mois avant que notre dossier soit examiné, par Pôle emploi pour avoir droit à l'allocation chômage, si tant est que ça ouvre le droit ensuite. Donc là, l'idée, c'est de permettre aux personnes, en poste de démissionner pour réaliser leur projet. Donc en fait, ce dispositif-là, il est uniquement pour les salariés en CDI dans le secteur privé, heu, avec des critères bien spécifiques sur le nombre d'années, le nombre de jours travaillés dans les 5 années, qui viennent de s'écouler. Donc il faut avoir travaillé 5 ans sans interruption, et puis c'est, dans l'objectif de suivre une formation ou de créer ou de reprendre une entreprise. Hein, donc c'est bien spécifique. Nous, en fait, par rapport à ce dispositif-là, on n'a pas, d'action de financement. Le dossier, est déposé chez nous. Il y a forcément un accompagnement avec un CEP, et une fois que le dossier est examiné en commission chez nous, il y a si c'est oui, c'est une attestation de caractère réel et sérieux du projet qui est donnée, hein, c'est un courrier, qui est déposé sur la plateforme de la personne, sur son espace personnel, et la personne, une fois qu'elle a cette attestation-là, elle peut démissionner de son poste actuel,
voilà, suivre la procédure normale, aller s'inscrire après à Pôle emploi avec l'attestation caractère réel et sérieux de Transition Pro-Bretagne. Et là, du coup, elle ouvrira droit à l'allocation chômage en fonction de ce que Pôle emploi aura examiné par rapport aux droits et aux justificatifs fournis. Et 6 mois plus tard, Pôle emploi viendra vérifier que le projet pour lequel la personne a démissionné s'est bien mis en place. Donc, est-ce qu'elle a démarré sa formation? Est-ce qu'elle a créé son activité, son entreprise? Donc, voilà, hein. Donc, c'est pour ça qu'il est très bordé comme dispositif, qu'il y a un accompagnement obligatoire du CEP et que notre commission est très vigilante à tester des projets qui sont vraiment travaillés, là aussi encore, sur tous les critères qu'on a développés tout à l'heure. C'est que franchement, c'est pas plus facile d'avoir une attestation sur le démission reconversion que sur le PTP. Voilà, il faut travailler autant les deux. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. D'accord. Mais voilà, c'est ça, c'est une possibilité qui est intéressante à connaître. Voilà, mais par contre, il y a toute une procédure, on ne démissionne pas et ensuite on a notre projet. C'est bien ça aussi qu'il faut retenir. Donc, il nous reste 5 petites minutes de présentation. Donc les personnes qui nous écoutent, n'hésitez surtout pas à écrire vos questions et je vais repasser la parole peut-être à Zélie qui va nous parler des éléments chiffrés en quelques minutes. Voilà. Ouais, je reviens parce que voilà, on a aussi bien évidemment quelques chiffres sur ce dispositif. Donc toujours sur 2023, donc on a eu en 2023 865 demandes pour obtenir une attestation du projet avec un caractère réel et sérieux. Donc là, la commission on a examiné donc 865 et on a accepté 772, ce qui fait un taux d'acceptation, vous le noterez, supérieur au projet de transition professionnelle. On est à 90%. Parce que là, il y a pas de, comme le disait Sandra, on n'a pas de volet financier, donc il y a pas de limite financière en fait. Ça va expliquer un petit peu ce taux d'acceptation plus élevé. Les projets qui sont refusés, ce sont des projets qui sont considérés non consolidés pour la personne en fait. La commission ne veut pas envoyer des personnes un petit peu dans le vide et un peu ne veut pas qu'elles se mettent en danger finalement en démissionnant et en n'ayant pas un projet solide derrière. D'accord. Donc Sandra expliquait qu'il y avait 2 possibilités, soit démissionner pour suivre un projet de formation, c'est le cas d'1 tiers des dossiers qu'on a, 36%. Et l'autre possibilité, c'est de démissionner pour créer ou reprendre une entreprise et c'est le cas d'à peu près, voilà, les 2 tiers, 63% des projets acceptés, c'était pour créer ou reprendre une entreprise. Là, parmi, voilà, les dossiers acceptés, on a quasiment cette fois-ci la mixité parfaite, on a 49% de dossiers qui sont acceptés pour, les dossiers acceptés qui sont des dossiers portés par des hommes et 51% par des femmes. D'accord. En revanche, en ce qui concerne l'âge des personnes au moment où elles nous font cette demande, on a là une grande majorité, quasiment la moitié des personnes qui avaient entre 30 et 39 ans. On a moins de jeunes, moins de 30 ans et moins de 50 ans et plus sur ce genre de projet. D'accord. Ce qui s'explique un petit peu, voilà, par les projets de création, d'émissions, interviennent de façon un petit peu plus jeune que des projets de formation. D'accord, merci, Zélie. Donc, pour, aborder ce dernier point, donc vous nous proposez une petite vidéo et puis après on va pouvoir passer aux questions-réponses. Donc je vais inviter, peut-être Zélie ou Sandra à arrêter le partage, pour pouvoir, ou peut-être Emmanuel de reprendre le partage à ce moment-là, pour nous partager cette vidéo. J'en profite pour m'adresser aux personnes qui nous regardent et qui nous suivent. N'hésitez pas à poser des questions. Je vois qu'elles apparaissent dans le fil de conversation. Donc, n'hésitez surtout pas. On va pouvoir prendre le temps, voilà, avant de se quitter, de pouvoir échanger, voilà, sur les interrogations que vous auriez pu avoir. Voilà, vous allez découvrir le témoignage de Frédéric. Ça dure 2-3 minutes, 2 minutes. Frédéric était vendeur. Il est devenu plombier, grâce aux 2 dispositifs qu'on vient de vous présenter. Il s'est d'abord formé grâce au projet de transition professionnelle et ensuite il a créé son entreprise, en mobilisant le dispositif d'émission reconversion. Bonjour, je m'appelle Frédéric, j'ai 40 ans et dans mon ancien métier, c'était vendeur en bricolage dans le magasin Weldom pendant 12 ans.
La routine, depuis 12 ans que c'était comme ça la routine et que j'avais vraiment envie de faire quelque chose de mes mains que j'appréciais. Et donc j'ai décidé de changer de métier pour être plombier chauffagiste. Je me suis dit, vu le travail qu'il y a aujourd'hui, autant se lancer et donc j'ai commencé comme ça. J'ai appelé Greta Est à Rennes, qui m'a ensuite demandé d'aller vers Transition Pro, Bretagne, que j'ai contacté, puis on a monté le dossier ensemble. J'ai fait un CAP monteur en installation thermique et en 9 mois, et qui s'est très bien passé avec un très bon formateur. Avant de commencer mon CAP, donc MIT, j'avais aucun diplôme et c'est ça qui m'a poussé aussi à aller dans faire reprendre mes études pour avoir un diplôme après. Il a fallu que je reprenne les cours de français, maths, anglais, histoire géo, que je n'avais pas fait depuis 25 ans. Mais bon, voilà, on était une bonne équipe, une bonne ambiance, donc c'est très bien passé. J'ai contacté Transition Pro suite à ma formation pour pouvoir réussir à avoir le dossier d'émission de reconversion pour pouvoir ouvrir ma société en mois de septembre 2022. Donc depuis que j'ai commencé au 1er septembre, voilà, je travaille tout le temps et ça va continuer, je pense. J'apprécie ce que je fais. Là, je suis sur un chantier de rénovation pour tout ce qui est plomberie, chauffe-eau, alimentation des éviers, évacuation des éviers, les toilettes, la douche, une rénovation complète. Alors en termes de recrutement, on verra. Pour l'instant, je suis tout seul, donc je travaille pour tout seul. Puis on verra à l'avenir, c'est mon souhait. Une personne pour se reconvertir, allez-y. Hein. Allez-y, de toute façon, si vraiment dans 10 ans ça ne marche pas, vous pourrez toujours changer de métier. Mais aujourd'hui, moi, j'ai aucun regret. Bon. Merci Emmanuel d'avoir effectué le passage technique. Donc voilà, le message de Frédéric, c'est allez-y. Donc en tout cas, on voit qu'il y a, voilà, il y a des structures et des acteurs qui accompagnent. Alors il y a pas mal de questions qui sont arrivées au fil de l'eau sur le volet conversation, le temps que Emmanuel les compile. Peut-être juste partager votre dernière slide de présentation où on retrouve vos coordonnées, Transition Pro Bretagne, voilà, pour peut-être poursuivre sur ces éléments de conseil et puis peut-être voilà, consulter déjà votre site internet qui permet d'avoir des éléments de compréhension. Donc voilà, on l'a à l'écran, donc vous avez un numéro de téléphone et un site internet, c'est bien ça? Oui, j'arrive. Ce sont les aléas du direct. C'est un peu lent de mon côté. Voilà. Et donc voilà, les personnes peuvent vous contacter par téléphone et par internet. Il y a peut-être des permanences aussi ou est-ce que vous avez des éléments peut-être même dans ce cadre de la semaine Oser changer, évoluer, la semaine des transitions professionnelles? Est-ce qu'on peut-être on va retrouver Transition Pro un peu partout en Bretagne? Oui, oui, oui. Cet après-midi à Tréguier, demain Plabennec et Briec, mercredi matin Moréac dans le 56 et jeudi on sera à Pipriac et Redon et vendredi on est à Servan-sur-Vilaine. D'accord, donc Ouais, voilà. voilà. Une petite équipe de 20 personnes, mais voilà, qui sillonne la Bretagne pour aller rencontrer les personnes. Donc écoutez, c'est très bien. Alors, je vais en profiter pour peut-être passer la parole à Emmanuel. Voilà, Emmanuel, tu as réactivé ta caméra. Tu étais à l'œuvre dans le volet conversation. Est-ce que, voilà, on peut consacrer 10 minutes, voilà, sur le relevé des questions, peut-être arrêter le partage, et puis comme ça, on va pouvoir avoir les personnes en visuel. Donc, Emmanuel, nous t'écoutons. Alors, rebonjour aux personnes présentes à cette visio. Donc, en effet, il y a eu quelques questions dans le chat. La toute première, donc je vais les reprendre par progression du déroulé. C'était une interrogation, donc deux interrogations autour du statut de fonctionnaire. Et donc, la première, c'était
Quel CEP pour les fonctionnaires qui relèvent de la fonction publique d'État? Donc, ça concernait la slide 7 et la question était posée par Jeanne. Alors, fonction publique d'État, donc il peut y avoir, sur certaines fonctions publiques, des conseillers en mobilité. Donc, en général, on renvoie les personnes vers leur service ressources humaines au niveau des ministères. Par contre, pour donner un exemple, par exemple, la territoriale, au CDG 35, vous avez des conseillers, alors sont 35, 22, enfin tous les départements, vous avez des conseillers en mobilité, par exemple. Donc, il va y avoir, voilà, c'est cette possibilité-là, pardon, mais en interne, en fait, hein, c'est pas quelque chose d'extérieur, comme pour les salariés du privé. Ça va être en interne et voilà, ça va être de les solliciter. Et puis je crois que non, sur les autres, je vais pas vous dire de bêtises sur les autres fonctions publiques, il faut vraiment s'adresser aux services, ressources humaines, hein, en fait, Oui, hein. et on les a rencontrés samedi, les différentes fonctions publiques qui étaient présentes. Et voilà, le conseil qui était prodigué aux personnes, c'était de pouvoir se référer au conseiller mobilité carrière, et donc en lien avec le service des ressources humaines, puisqu'il y a plusieurs branches, que ce soit au ministère de l'État, au ministère, comment dire, aux fonctions publiques hospitalières, pardon, et le CDG, voilà, le CDG qui a une entité, par contre physique aussi. Donc voilà, le principal conseil, voilà, c'est de vous orienter vers votre pôle ressources humaines qui pourra vous orienter vers les personnes dédiées. Emmanuel, je te laisse poursuivre. Oui, alors toujours dans cette continuité justement du statut de fonctionnaire, et c'était concernant les dispositifs PROA et plan de développement des compétences. L'interrogation de Corinne, c'était est-ce que ces dispositifs sont mobilisables pour un fonctionnaire qui envisagerait de partir de la fonction publique d'État? Ah là, c'est une question précise. Tellement précise que je ne pense pas, maîtriser la réponse. Donc ça va être compliqué pour moi de répondre parce que, non, je ne sais pas quoi répondre parce que c'est vrai que, voilà, ce sont des dispositifs liés au statut privé et liés à, en fait, la contribution des entreprises privées auprès de leur OPCO, enfin, voilà, auprès de la contribution formation, là, de 1 Donc, je ne sais pas, par rapport à ça, comment ça se passe au niveau de, Si elle veut, la question, c'est une personne qui voudrait quitter la fonction publique d'État pour suivre un contrat pro dans une entreprise privée. Alors, au fait, si je peux me permettre Oui. d'intervenir, parce que c'est moi qui ai posé la question, au fait, je m'interrogeais, savoir si un fonctionnaire pouvait bénéficier notamment des financements régionaux pour les métiers en tension. Vous voyez, par exemple, je sais pas, un CAP couvreur, on sait que c'est un métier qui est en tension, que la région Bretagne va financer. Et est-ce que, par exemple, un fonctionnaire qui a pour projet de quitter la fonction publique pourrait y prétendre? a priori, je dirais pour moi, un premier jet de réponse, ça serait de dire, que cela dépend du statut et que si vous êtes demandeur d'emploi, vous rentrez dans le cas de figure, oui, des financements possibles par la région, mais je garantirais pas, 100 ma réponse là. Là, peut-être que quelqu'un de la région pourrait répondre, mais Oui. pas moi, pas moi là. C'est ce que j'allais préconiser, c'est de peut-être Oui, vous renseigner auprès de la région Bretagne, qu'ils ouais. puissent solliciter votre ministère, le cas échéant, s'il s'agit d'une jurisprudence dans ce Ouais, cadre. d'accord. Mais je pense que voilà, ce sera pour vous intéressant peut-être de rencontrer ou de contacter la région Bretagne pour préciser cette demande. D'accord, merci. Je vous en prie. On poursuit sur les questions, Emmanuel. Il y en a des nouvelles qui Oui, il y en a, arrivent au fur et à voilà. mesure. J'ai celles qui sont notées et puis celles que, voilà, que je prends en compte, les dernières qui sont arrivées.
Là, on retourne plus sur la présentation des formations qui étaient principalement financées, votre slide 22, et l'interrogation était: est-ce que vous financez des formations pour des métiers type somatopathe? Est-ce que cela vaut le coup justement de déposer un dossier par rapport aux critères qu'il peut y avoir? C'est une question très précise, très très précise. En fait, tout va dépendre du projet, du métier déjà exercé, du projet, de la personne, et puis de la durée aussi. Voilà, parce qu'on peut avoir des demandes comme ça sur des métiers un petit peu. Est-ce que c'est une spécialisation de quelqu'un qui est déjà dans le soin? Enfin voilà, tout dépend de la situation, du projet. Je ne peux pas répondre a priori comme ça parce que j'ai juste un intitulé de formation et moi, D'accord, c'est trop limité, mais d'accord. tout peut s'étudier. À ce moment-là, il ne faut pas hésiter à nous appeler pour ça, parce que, et en donnant plus de détails, il n'y a pas de souci. Ouais. D'accord. Donc là, ce serait l'idée de pouvoir peut-être, dans l'idée d'une formation où on n'est pas sûr de son caractère finançable, c'est de vous interpeller pour savoir, Ouais. au regard voilà, direct. de la situation de la personne, si par exemple sa formation est corollaire à un maintien en emploi, voilà, est-ce que c'est quelque chose aussi qui peut être maintenu? Donc voilà, je pense que le principal conseil, c'est peut-être de solliciter Transition Pro pour un examen en détail voilà, de votre formation. Emmanuel, je te laisse poursuivre. Oui, donc là, la question est de Céline sur le dispositif démissionnaire avec les critères d'éligibilité. Elle s'interrogeait justement, est-ce que les arrêts de travail sont-ils pris en compte dans le calcul des 5 ans d'activité sans interruption? Alors là, clairement, Pôle emploi, sur son site internet, a mis en place un simulateur, justement pour les droits à ce dispositif-là. Donc, vous vous connectez, vous allez, et puis on va vous demander toutes vos périodes travaillées, tous les contrats de travail et tout ce qui s'est passé. Donc, et après, à l'issue de ça, au regard des éléments que vous avez indiqués sur le simulateur, il vous dit, bah voilà, au regard de ce que vous nous avez indiqué, vous semblez avoir les droits ou vous ne semblez pas avoir les droits. Voyez? Donc, parce que c'est du déclaratif, on est bien d'accord, hein. Après, ce sont les bulletins de salaire qui font foi et les feuilles des employeurs qui font foi. Donc, voilà. Mais là, il y a un simulateur pour être sûr. Après, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails sur les arrêts de travail, mais il semblerait que les périodes indemnisées rentrent dans le calcul et les périodes non indemnisées ne rentrent pas. Donc, non indemnisées, c'est les congés sans solde, des choses comme ça. Mais il y a un volume, il y a tout ça, tous les détails. Et nous, en fait, Transition Pro, on n'est pas chargé de déterminer si les gens ont accès au dispositif ou pas. C'est sous-entendu que ce travail-là a été fait par la personne elle-même avec son CEP avant de nous faire une demande d'attestation de caractère réel et sérieux. Mais le simulateur est assez bien fait. Si vous le remplissez bien, vous allez pouvoir voir si vous êtes éligible au dispositif ou pas. D'accord. Donc là, c'est de pouvoir se rendre sur son espace personnel et puis de trouver ce simulateur ou du moins d'interpeller voilà, son conseiller pour qu'il puisse l'aiguiller sur l'adresse de ce simulateur. D'accord. Emmanuel, je te laisse poursuivre. Il nous reste 3 minutes. Oui, et il reste 2 questions. Oui. Là qui renvoie la première, enfin l'avant-dernière qui renvoie au dispositif démissionnaire. Voilà, entre la demande, l'acceptation, et il y a une troisième qui vient d'arriver, hop. Entre la demande et l'acceptation, enfin voilà, combien de temps il faut environ pour préparer ce dispositif démissionnaire? Donc du début jusqu'à la fin, et l'entreprise dans laquelle nous sommes est-elle mise au courant durant le processus? Alors, le dispositif en lui-même, le fait de rencontrer un CEP, de travailler le projet et après nous déposer le dossier sur la plateforme pour la démission reconversion, bah, je dirais que ça va dépendre de là où vous en êtes dans votre projet, de ce qui reste à faire comme démarche et de tout ce qu'il y a à faire avec le CEP. Ça peut prendre plusieurs semaines, hein, on est d'accord quand même là. Après, une fois que vous déposez le dossier sur la plateforme chez nous, que vous déposez votre demande, légalement, on a 2 mois pour vous donner une réponse.
Donc, si vous le déposez, par exemple, au 4 janvier, ben, on aura 4 février, 4 mars, jusqu'au 4 mars pour vous donner une réponse. Donc après, bah, s'il ne passe pas la commission de janvier, il pourra être examiné à la commission de février, vous aurez votre réponse fin février. Mais nous, dès qu'il est enregistré chez nous, arrivé, on a 2 mois pour vous donner une réponse. Donc, ça peut être assez rapide, parce qu'en général, on essaye de les mettre au fil de l'eau, les dossiers en commission, hein, on essaye de les mettre au fur et à mesure. Mais ça, voilà, il suffit que vous tombiez sur un mois où il y a beaucoup, beaucoup de demandes, bah, on n'est pas obligé de le faire passer dans la commission du mois où le dossier est arrivé, il peut passer le mois suivant, hein. Donc, je dirais que pour nous, c'est 2 mois. Voilà, on a 2 mois pour vous répondre. Et avant, bah, vous pouvez avoir plusieurs semaines de travail sur le projet avec le CEP. Voilà, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois. Il y en a qui arrivent à faire tout en 15 jours, 3 semaines. Tout dépend où ils en sont et quelles sont les démarches qu'ils ont fait au préalable. Donc, il n'y a pas de règle précise en termes de durée, hein, mais voilà, c'est une idée de la durée. Donc là, il faut anticiper et puis Ouais, peut-être travailler de concert avec le conseiller en évolution professionnelle qui peut être à même aussi de pouvoir bien renseigner, sur, cette, durée d'anticipation selon les projets. tout à fait. D'accord, très bien. Et juste pour compléter, l'interrogation portait aussi sur est-ce que l'entreprise dans laquelle nous sommes, est-ce qu'elle est mise au courant durant le processus? Surtout pas. D'accord. Surtout pas. Tout est complètement Vraiment quand le confidentiel. dossier est... D'accord. Ouais, parce que le dossier d'émission reconversion, il n'y a aucun lien avec l'entreprise. Autant dans le dossier PTP, il y a un volet obligatoire à remplir par l'employeur, puisqu'il faut qu'il nous détaille toute la rémunération et tout. Dans le démission reconversion, il n'y a que le volet bénéficiaire avec la partie CEP, et puis voilà. Voilà. Et après, enfin voilà. La personne démissionne, elle n'est même pas obligée d'expliquer pourquoi elle démissionne et Exactement. Ouais. dans quelles D'accord. conditions. Ouais. D'accord. C'est pour ça que souvent il est choisi, c'est qu'il n'y a rien à expliquer à l'employeur des fois, hein. Donc, voilà, D'accord. hop. D'accord. Ça fait partie du droit des personnes. Ouais, D'accord. tout à Très fait. bien, merci. Emmanuel? Je te laisse Alors, passer. une question, là, je pense qui peut être traitée assez rapidement, parce que j'ai encore 2 questions, mais de Céline: à quel moment dois-je demander à mon employeur la possibilité de faire un dossier TPT, enfin un dossier de transition professionnelle, et quels sont les délais? Et a-t-il le droit de refuser? Donc 3 questions en une. Les délais, c'est obligatoirement minimum 4 mois avant le démarrage de la formation, de lui faire une demande d'autorisation d'absence. Il y a un modèle de lettre sur notre site internet. L'employeur, donc si la demande est faite dans les temps et que vous avez les droits pour lui faire la demande, normalement ne peut pas refuser, il ne peut que reporter parce qu'il y aura un effectif simultanément parti en formation. Enfin, c'est un critère comme ça qui est assez simple D'accord. à vérifier. On peut décaler, mais pas refuser. Ouais, il ne peut que décaler, ouais. D'accord. Et la dernière question, donc de Laetitia, qui est coiffeuse à domicile en statut micro et qui est en arrêt de travail, en cours de demande de RQTH, carte d'invalidité. Est-ce que Transition Pro est adapté pour un accompagnement? Non, alors oui et non. Elle peut se faire accompagner par le conseiller en évolution professionnelle pour envisager autre chose, si elle veut changer de métier, puisque le conseiller en évolution professionnelle, on a vu tout à l'heure, groupement évolution, il est pour les salariés du privé et les personnes les Indépendantes. indépendants. Donc, elle a le droit au conseil en évolution professionnelle, il n'y a pas de souci. Par contre, nous, on ne pourra rien pour le financement parce qu'en micro-entreprise, elle n'avait pas d'employeur au-dessus d'elle qui lui versait un salaire. Elle est à son propre compte, donc non, là, on ne pourra pas l'aider sur le financement de formation éventuelle derrière. D'accord. Très bien, merci, Sandra. D'autres questions ou je pense qu'on fait le tour? Non, oui, c'est bon pour moi, oui. Eh ben, écoutez, très bien. Je vais, en 1 minute pouvoir conclure cette visio, tout d'abord en remerciant, Zélie, mais également Sandra et également Emmanuel, puisque c'est un jeu assez particulier d'être à l'interface, technique et de pouvoir relever tous les éléments. Je vois une dernière question, arriver. Je souhaitais en guise de conclusion vous remercier, tous de nous avoir suivis. Alors Emmanuel fait juste partie
parcourir un questionnaire de satisfaction. L'enjeu, c'est de pouvoir permettre l'évolution de ce type de format. Si vous avez voilà, des réflexions, des commentaires ou des attentes que vous pourriez nous transmettre, ce qui nous permettrait voilà, de faire évoluer le format. Et donc, voilà, 2 petites minutes, si vous pouvez y consacrer pour y répondre. Et puis, parallèlement, vous faire aussi la publicité, voilà, de Oser changer, évoluer, la semaine des transitions professionnelles en Bretagne. Et ben, c'est partout en Bretagne, hein, donc il y a vraiment un volet tout public, que ce soit sur Brest, Ploufragan, Vannes Agglomération ou même à Rennes. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur les différentes interfaces. Donc, vous avez la Cité des métiers des Côtes d'Armor, l'espace métier des Capucins à Brest, l'exploratoire à Rennes et Vannes Agglomération pour le 56, où vous allez trouver voilà, des programmes dédiés, des opérateurs qui vont sillonner les routes de Bretagne pour vous rencontrer. Donc là, c'est l'occasion aussi de pouvoir les rencontrer et de poser vos questions. Et puis un volet aussi un peu plus RH avec des ateliers qui traitent des questions autour de la transition professionnelle. Et pour ce faire, n'hésitez pas à vous adresser à semaine de transition @wicaire.org si vous souhaitez, voilà, en tant que professionnel et RH, assister à ces ateliers. Donc, voilà, bah, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas, voilà, à vous faire accompagner, à peut-être anticiper vos parcours de reconversion ou d'évolution professionnelle. Et surtout, voilà, prenez le temps peut-être de rencontrer Zélie ou encore Sandra, voilà, qui sera heureuse de pouvoir vous rencontrer et répondre à vos questions. Merci à tous et puis bah, écoutez, à très bientôt sur peut-être la semaine des transitions professionnelles en Bretagne. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.